La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous allons consacrer notre première audition de la journée à l'examen de la situation de l'entreprise AGECO, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles, qui a annoncé à la fin de l'année 2024 la suppression d'une centaine d'emplois sur le site de Beauvais, ce qui a conduit à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour évoquer le sujet et toutes les questions qui l'entourent, nous recevons aujourd'hui M. Thierry Lotte, président d'AGECO France, vice-président et directeur général de Massey Ferguson pour l'Europe et le Moyen-Orient, M. Éric Audièvre, directeur des ressources humaines AGECO France et de Massey Ferguson pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et M. Xavier Arruego, responsable de la communication d'entreprise, des relations publiques et de l'engagement des collaborateurs d'AGECO France. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de prendre du temps pour répondre à notre sollicitation. Vos témoignages seront précieux pour nos travaux. Je vais vous passer la parole pour un propos liminaire d'environ 10 minutes, puis nous procéderons à un moment de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et la vérité également. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à nous dire « je le jure ». Merci. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire de 10 minutes. Et pensez, s'il vous plaît, à appuyer sur le bouton pour votre micro. Les deux fonctionnent. Tant que c'est rouge, vous pouvez parler. Tant que c'est rouge, j'ai le droit. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Tout d'abord, pour commencer, je pense qu'il est important que je rappelle que par rapport aux entreprises qui ont été auditionnées précédemment dans le cadre de cette commission ou d'autres commissions, AGECO n'est pas une entreprise française. En France, nous sommes filiales d'un groupe américain multinational. C'est important parce que ça permet aussi de donner une autre perspective que celle d'un groupe français qui est obligé de mettre en place un PSE. Alors, AGECO, je rappelle un petit peu qui nous sommes. AGECO, c'est une entreprise qui a été créée en 1990, qui est basée en Géorgie et qui est présente dans 33 pays. C'est donc ici une opportunité pour moi de donner un éclairage un petit peu différent sur ce que peut voir et observer un groupe étranger en France. 3 sites en France, donc celui de Beauvais, dans l'Oise, dont on parle précisément aujourd'hui, celui d'Hennery, en Moselle, et aussi celui de Bondoufle, dans la banlieue parisienne. Ces 3 sites font partie des 69 sites que nous avons dans le monde. Et ça veut dire aussi que le groupe a une vision vraiment panoramique de l'économie dans le monde et de l'accueil qu'il peut recevoir dans tel ou tel pays. Et ça lui permet aussi de nous mettre en concurrence pour chaque investissement stratégique. AGECO, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, fait partie des leaders du machinisme agricole mondial. Nous avons des marques de renom, Massey Ferguson, Fendt et Valtra, mais aussi PTX en termes de technologie, parce que l'agriculture évolue extrêmement rapidement. En 2024, la compagnie a réalisé 11,7 milliards de chiffre d'affaires. Je rappelle que l'année précédente, nous avions réalisé 14,5 milliards de chiffre d'affaires, donc très forte baisse en 2024. Le groupe compte 23 000 à la fin du mois d'avril, 699 employés précisément à travers le monde, et a investi en 2024 un petit 500 millions de dollars en termes de recherche et développement. Et la France, puisqu'on parle vraiment de la France là, le marché français a représenté l'année dernière environ 12% du chiffre d'affaires d'AGECO, 1,4 milliard sur les 11,7 milliards. Et puis, d'un point de vue de l'emploi, la France représente 8% des effectifs du groupe. Alors c'est vrai que si nos marques ont la particularité de rayonner dans le monde entier, puisqu'elles ont vocation à être mondiales, nous sommes une entreprise viscéralement ancrée à notre territoire, parce que l'industrie, c'est d'abord une affaire de territoire.
Et je dois vous dire que le site de Beauvais va célébrer son 65e anniversaire en fin d'année 2025 à Beauvais. Et que c'est le siège des opérations de la marque Massey Ferguson pour l'Europe et le Moyen-Orient, mais c'est aussi le siège des opérations commerciales pour l'ensemble des marques du groupe sur le marché français. Et puis ce site héberge bien sûr cette usine de Beauvais qui exporte 85% de sa production partout dans le monde. 15% de la production reste en France. Henry Moselle, on en parle moins, c'est notre centre de logistique pour les pièces détachées, qui lui aussi sert le monde. Il a été implanté en 1996 et nous avons décidé un investissement important pour le mettre à niveau à travers de nouveaux bâtiments. Et cet investissement verra le jour en fin d'année 2026. Les constructions seront achevées à ce moment-là. Et puis on a aussi un petit site à Bondoufle, un site qui rédige tout ce qui concerne les catalogues de pièces détachées pour nos concessionnaires, mais aussi pour les agriculteurs en ligne. Voilà, donc soucieux de sa compétitivité, ACCO, d'une manière générale, investit régulièrement pour ses sites en France, parce que ce sont des sites compétitifs d'une manière générale. Et juste pour Beauvais, pour revenir un petit peu sur le périmètre qui est celui de la commission et de la discussion d'aujourd'hui, entre 2018 et 2024, on aura investi 110 millions d'euros sur l'ensemble du site, en réhabilitant principalement une friche industrielle pour disposer d'un outil ramassé, plus compétitif, plus productif et surtout en travaillant sur la création de valeur ajoutée. Jusque-là, nous étions un assembleur de composants. Et nous sommes devenus, grâce à ça, non seulement un assembleur de composants, mais aussi un fabricant de composants. Donc on a acheté notre autonomie par le biais d'investissements. On a développé aussi un centre de logistique sur le site de Beauvais, de logistique et de kitting pour envoyer les pièces sur la ligne en temps réel. Et ces projets, on pourra en discuter après lors de vos questions, ont permis la génération de 330 nouveaux emplois en France, dont 256 à Beauvais. Le groupe investit parce que la France et ACCO en France a de nombreux atouts. L'un des premiers, ce sont les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, puisque l'engagement est élevé, mais aussi la formation qu'on dispense est assez largement distribuée, puisque 78% de nos collaborateurs, l'année dernière, ont reçu au moins une, je dis au moins une, formation dans l'année. Et ça, c'est important, puisqu'on travaille énormément nos talents, de manière à faire en sorte que l'entreprise soit plus agile et que les gens s'épanouissent aussi dans leur job. Ça, c'est important. On a aussi développé depuis 2017, depuis que je suis devenu président de la société française, une vision stratégique claire qu'on partage avec tous les salariés. Tout le monde sait ce qu'on veut faire, sait où on va. Et ça, c'est un élément important pour donner du sens au travail que fait tout le monde tous les jours. Autre élément, qualité du dialogue social, ce n'est pas toujours évident, et vous le savez aussi bien que moi, mais on arrive toujours à trouver des issues dans les sujets les plus compliqués. Et je vous donnerai tout à l'heure un exemple. Et puis, support et accompagnement, j'ajoute exigeant, des autorités locales. Et quand je dis autorité locale, c'est la mairie, c'est la région, c'est le département, ce sont les services de l'État. On a toujours été accompagné par eux. Et le dernier élément en date, ça a été la modification de l'infrastructure routière pour permettre aux Beauvaisiens de circuler mieux, mais aussi pour permettre à ACCO justement de se développer et de créer ces nouveaux emplois et ces investissements. Alors si j'en viens maintenant au projet mondial de transformation du groupe et qui visait à améliorer sa compétitivité, je voudrais rappeler en préambule que quand on en arrive à un plan social, c'est qu'on a tout essayé auparavant pour éviter le plan social. Parce qu'un plan social, c'est quand même un échec pour toutes les parties. Alors on a fait ça pourquoi ? Et pourquoi en juin 2024 ? En fait, la compagnie ACCO est le résultat d'acquisitions nombreuses depuis sa création. Ça a été le consolidateur, avec un grand L, de l'industrie du machinisme agricole, en rachetant plusieurs marques, plusieurs entreprises, mais jamais la compagnie, qui était en mode start-up au départ, a pris le temps
de les restructurer à l'intégration. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on avait beaucoup de duplications dans beaucoup de fonctions, notamment RH, comptabilité, informatique, engineering. Et on faisait plusieurs fois la même chose à des endroits différents. Et puis, on a vécu avec ça jusqu'au moment où, à partir d'octobre 2023, le marché a commencé à s'écrouler au niveau mondial, le marché du tracteur agricole, enfin de la machine agricole. Plus grosse crise depuis les 40 dernières années. Et là, il nous est apparu évident qu'il fallait prendre des décisions rapides pour devenir un groupe, d'abord, et rendre l'entreprise plus compétitive. Alors c'est sûr que quand on voit la manière dont on a mis en place cette organisation désirée, ça a conduit à des réductions d'emplois. Il y a aussi un autre élément qu'il était important de prendre en compte, et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer, notamment en conseil d'agglomération à Beauvais, c'est que notre performance économique est moins bonne que celle de nos concurrents, notamment en ce qui concerne le poids de nos frais généraux, et ce n'est pas du tout quelque chose de confidentiel, qui est de 2,3 points à la clôture de l'exercice 2023, donc début 2024, par rapport à nos concurrents, supérieur de 2,3 points. Pour une compagnie comme la nôtre, qui a fait 14,5 milliards de chiffre d'affaires en 2023, vous voyez que ça représente quand même 300 millions. Et cet argent, on en avait besoin pour continuer à développer des nouveaux produits, donc l'innovation, mais aussi continuer à développer nos usines. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu prendre une décision, et la décision, c'était tout simplement de nous concentrer sur nos métiers de base, et ce qui était le cœur de l'entreprise. Et c'est pourquoi on a décidé d'externaliser certaines activités. Par exemple, l'informatique, à une société qui est vraiment spécialisée dans le domaine. Et puis, pour éviter aussi de perdre en capacité de développement, on a décidé d'externaliser des ressources dans d'autres sociétés AGCO qui, elles, sont basées dans des pays reconnus pour les coûts relativement faibles, notamment coûts salariaux relativement faibles, mais aussi reconnus pour leurs compétences. Et là, je cite par exemple les pays comme la Hongrie avec Budapest, où nous avons un bureau déjà depuis quelques années, un bureau important, Pune et Bangalore en Inde, principalement pour l'informatique et l'engineering, et puis nos sites de Chine, où nous avons investi déjà depuis 2016 dans 2 belles usines de tracteurs d'un côté et moissonneuses-batteuses de l'autre côté. Et c'est vrai que face à la décision difficile qui a été prise, parce qu'il a fallu qu'on explique évidemment tout ça à l'ensemble de nos équipes, notre première mission, ça a été d'accompagner les salariés, dans la compréhension de ce plan et de la stratégie de l'entreprise, mais aussi de les accompagner dans un retour à l'emploi. Et on a donc négocié pendant 23 réunions avec nos partenaires sociaux le plan. Nous avons terminé ce plan par la signature d'un accord unanime concernant les mesures liées à ce plan. On aura l'occasion, si vous le souhaitez, de discuter un petit peu plus du détail de ce plan. Alors, pour entrer dans le sujet de cette commission, je pense qu'on pourra gagner que si on joue en France un jeu collectif qui met en place les conditions du succès, et je ne parle pas de réindustrialisation, là, du succès, de l'emploi, du développement de nos entreprises, en assurant aussi une stabilité pour elles. Et je dis à nouveau là, que on a été dans nos projets très soutenus par nos autorités locales, et il n'y a pas eu de défaillance de ce côté-là. Vous voyez, je serais vraiment pas honnête si je disais ça. Et malgré ça, il est quand même difficile d'entreprendre en France d'une manière générale aujourd'hui. On le lit partout, on le voit. Et j'ai l'impression qu'il y a une très grande incompréhension entre le monde de l'entreprise et le monde politique de temps en temps. On a besoin d'un alignement entre nous pour travailler mieux de la main dans la main. Et c'est vrai que si on regarde cette concurrence mondiale, donc ces pays qui font les mêmes choses que nous, cette concurrence, elle est très forte. Et elle est bien connue de tous. Et depuis longtemps, on a vu monter en puissance l'Inde.
On a vu monter en puissance la Chine, qui sont arrivés à des niveaux d'éducation très élevés, à des niveaux de coûts extrêmement bas et à des niveaux de qualité qui rejoignent les nôtres. Donc on ne peut plus les ignorer. Ça fait partie de notre univers. Et la France n'est plus, ou n'est pas, comme quelquefois je l'entends, entourée de murailles qui la protègent. Nous ne sommes plus protégés. On est dans un monde qui fait que les protections ont sauté en partie. Et donc on doit regarder notre situation avec beaucoup de lucidité, en considérant la fiscalité, le coût du travail, le coût de l'énergie, et enfin, quand même, la grande complexité administrative qui est assez chère à notre pays, où on aime bien mettre une loi sur une loi et en empiler un petit peu. Je vais vous donner juste quelques exemples, mais je ne vais pas être long sur le sujet du tout, parce que ça a été dit par d'autres chefs d'entreprise dans le cadre de cette commission ou d'autres commissions. Impôt de production 2023, Eurostat, 4,5% du PIB en France, 0,9 en Allemagne, donc on part avec un caillou dans la chaussure de 3,6 points, c'est pas rien. Si on prend le poids des prélèvements obligatoires, et là c'est vrai qu'on discute d'un sujet très large, parce que c'est aussi notre modèle social, mais en France, INSEE 2022, 48%, Allemagne et moyenne européenne, 41,1%, donc on part avec un autre poids dans la chaussure de l'ordre de 7 points, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, en conséquence, on a un coût de travail en France qui est quand même l'un des plus élevés en Europe. Et si je reprends quelques statistiques, juste je vais prendre la France. Donc ça a été dit et redit dans différentes commissions, mais un salarié 100 euros brut, il coûte 142 à l'entreprise et il touche 77,5. En Hongrie, ce même salarié, 100 euros brut, il coûte 115 à l'entreprise et il en touche 85, soit pratiquement 8 euros de plus, ce qui est beaucoup. Sachant qu'en plus, le salaire moyen en Hongrie est sensiblement inférieur à un salaire moyen français. Donc on crée un décalage encore plus important que juste ces 17 ou 27% sur le brut. Inde, où nous sommes très présents, 100 euros versés, coût pour l'entreprise 112, salarié 90, et puis on sait tous que le salaire moyen indien est sensiblement inférieur au salaire moyen français. Voilà. Et puis Brésil, c'est dans le même ordre d'idée. Voilà, donc en gros, on a une pénalité là qui est un vrai sujet dont il faut débattre. D'autres points notables, c'est l'instabilité réglementaire et puis aussi l'accumulation des normes pour nous qui exportons. On a un terrain de jeu qui est mondial, je vous disais, 85% de nos produits sont exportés, mais une grosse partie reste aussi en Europe, hein, bien sûr. Et si je prends juste les attelages pour les remorques, il y a pratiquement une définition d'attelage par pays européen, l'Italie étant le plus complexe. Et donc pour nous, ça génère une complexité incroyable, alors que ça pourrait être tout à fait standardisé. Mais il faut qu'on respecte évidemment ces déclinaisons. Complexité, donc lenteur administrative aussi quelquefois. Et là, j'ai un avis assez mitigé sur le sujet. Je suis positif sur l'accompagnement que peuvent faire les agences de l'État sur les projets à moyen long terme, parce qu'elle a du temps dans ce cas-là. On peut discuter, on peut mettre en place le calendrier, et là, ils sont performants. Et par contre, si on est dans un calendrier très court, où il y a un petit peu urgence à réagir, là, ces agences d'État ne sont pas taillées pour prendre une décision immédiatement ou avoir des circuits de décision plus courts. Et là, ça nous embarrasse parce qu'on a eu des projets qu'on a abandonnés parce qu'on n'avait pas encore de réponse des agences de l'État. Et quand on a eu la réponse, c'était fini, on n'avait plus de budget, on était passé à autre chose. Et voilà. Donc ça, c'est des exemples de la vraie vie. Autre point notable, le niveau scolaire. Et ça, dans nos entreprises, c'est quand même quelque chose d'embarrassant quand on recrute. Et le niveau scolaire, notamment en mathématiques. Ça, c'est un vrai sujet, ainsi que celui de la culture économique. Les mathématiques, pour nous, ont cet avantage d'obliger à un raisonnement logique et factuel. On ne peut pas échapper au 1 plus 1 égale 2, ça ne fait pas 2,5 et ça ne fait pas 1,5. Donc ça, je pense que c'est clé. Et puis, ce niveau scolaire qui baisse et cette méthode d'apprentissage sur le réseau,
sur les réseaux sociaux, pardon, est assez dangereuse dans le sens où tout le monde devient très rapidement un spécialiste de tout. Et les réseaux sociaux, détenant la vérité entre guillemets, déstabilisent énormément la relation dans l'entreprise ou la relation entre nous, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même un élément fort, je pense, sur lequel il faut qu'on revienne, ce niveau scolaire. Niveau de langue étrangère aussi, on s'est amélioré en France, c'est un fait. Nous sommes une entreprise multinationale, il faut parler anglais chez nous, sinon c'est très compliqué. On est très en retard, et quand je compare avec nos collègues des pays du Nord, voilà, l'anglais est vraiment une seconde langue, mais une vraie seconde langue. On parle bien anglais. Et puis l'apprentissage, aussi, je souhaitais en parler, parce que l'apprentissage, si on continue nos efforts sur l'apprentissage, et qu'on les accroît même, un petit peu comme en Allemagne, ça aura deux effets bénéfiques, selon moi. Le premier, c'est de faire en sorte que nos jeunes s'intègrent tout doucement et progressivement très tôt dans l'entreprise. L'entreprise les accueillera plus simplement, eux seront vraiment tout de suite mis dans le mood qu'il faut pour l'entreprise. Mais l'autre avantage, c'est aussi que ces jeunes appartiennent à des familles et pourront parler positivement de l'entreprise et réconcilier le monde extérieur à l'entreprise avec le monde de l'entreprise. Et je pense que réapprendre à aimer les entreprises en France, c'est extrêmement important. CIR aussi, c'est un sujet dans les éléments. Le CIR est un atout et nous en bénéficions. Environ 5% de nos frais de recherche et développement tous les ans. Il se dit qu'il y a des envies de le démanteler un petit peu. Je pense que ça serait dangereux parce que ça a rendu nos équipes d'ingénierie compétitives, notamment pour ce qui est des développements les plus lourds. Mais il faut quand même savoir que, une fois de plus, on n'est pas tout seul dans le monde et qu'au Brésil, l'année dernière, et ce n'est pas du tout confidentiel, nous avons bénéficié d'une subvention de la part de l'État brésilien de 25% de nos frais d'engineering. Pas de nos frais juste de recherche, de nos frais d'engineering en général. Donc c'est absolument colossal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En conclusion, nous sommes convaincus que la France héberge des talents et des entreprises qui sont intrinsèquement compétitives. Et il est de la mission de la France et de vous, nos responsables politiques, de nous aider à libérer leur plein potentiel. Et nos humbles recommandations, elles sont toutes simples, et puis elles ont déjà été dites maintes et maintes fois par beaucoup de chefs d'entreprise. La première, c'est de contribuer à cette baisse drastique des coûts de production que sont l'énergie, que le coût du travail et aussi la fiscalité. J'ai cité quelques exemples sur le sujet. De définir aussi une politique publique qui soutient l'innovation et l'investissement avec une vision stratégique à long terme. Alors on a aimé ou on n'a pas aimé, mais en 1974, le plan Messmer nucléaire civil, ça a donné une direction. Voilà. Donc ça permet de guider l'ensemble des gens. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas tout à fait ça. Et il faut qu'on appuie justement cette direction stratégique par une vision de formation scientifique et économique supérieure. Ça, je pense que ça permet aussi de ramener tout le monde sur les vraies réalités de ce monde dans lequel on vit, qui est un monde beaucoup plus ouvert, comme je disais. Et puis enfin, harmoniser, simplifier et stabiliser les réglementations et la fiscalité. Les entreprises ont une sainte horreur de l'inconnu ou du changement à 180 degrés. Les entreprises investissent sur le long terme. Nos bateaux, l'usine de Beauvais par exemple, puisque c'est le sujet, est un bateau qu'on prétend agile, mais long à manœuvrer. Faire un virage, on n'est pas capable de faire le virage sur l'année ou dans les 2 ans. C'est des bateaux complexes à motiver. Et puis enfin, je rappelle que ce sont les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, qui à la fin innovent et créent l'emploi. Et il me semble important de rappeler au monde politique que nous avons besoin de vous dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments, pour nous aider à protéger notre compétitivité et faire en sorte
que les entreprises, d'une manière générale, aient encore envie d'investir dans ce beau pays. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre présentation. J'ai remarqué qu'à plusieurs moments, vous avez quelque part segmenté en les politiques d'un côté, les entreprises de l'autre. Oui. Vous savez, je crois qu'on gagnerait tous et toutes à essayer de réduire ce fossé et de plus opposer l'un à l'autre. Il se pourrait qu'il y ait des personnes du monde de la politique qui viennent du monde de l'entreprise. Et il se pourrait également qu'il y ait des personnes dans l'entreprise qui viennent du monde de la politique. Oui. Et il pourrait y en avoir beaucoup plus que ce qu'on peut le croire. Vous avez abordé de façon extrêmement précise je ne sais pas si c'est le bon, est-ce que quand on parle de coûts des prestations, enfin des prélèvements obligatoires, ça permet aussi, c'est aussi des cotisations, c'est aussi des financements qui permettent de pouvoir financer notre modèle social. Mais j'aimerais savoir s'il est possible que vous nous fassiez suivre d'un côté l'ensemble des aides de l'État que vous avez pu bénéficier ces dernières années. Quand je dis aide de l'État, je parle de l'intégralité des niveaux, que ce soit au niveau de la région, au niveau de l'agglomération, mais également au niveau de l'État, d'un côté, donc les différentes aides que vous avez pu recevoir, et de l'autre côté, ce que vous avez pu verser en tant que prélèvement obligatoire, oui, pour pouvoir comparer, parce que on a pu rencontrer les représentants des syndicats patronaux et qui nous disaient, je cite de façon assez rapide, l'État, quand il nous verse 10, il demande d'avoir des explications de comment on utilise les 10, mais il oublie de savoir qu'avant on en a versé 100. Donc j'aimerais bien avoir ces éléments-là pour nous permettre à nous, dans le cadre de nos travaux, de bien mesurer si aujourd'hui les aides de l'État sont majoritaires chez vous, ou finalement si ce n'est pas plutôt l'entreprise qui finance l'État et pas l'inverse. Oui. Alors j'ai un premier élément de réponse là, mais on vous fera une réponse écrite structurée. Les aides de l'État, si je regarde par exemple entre 2018 et 2024, qui est le moment où on a bénéficié d'aides de l'État lorsqu'on a réhabilité la friche ex-Fronnery, qui était donc en face de chez nous, les aides entre la revitalisation, entre l'agglomération et toutes les autres formes d'aides se sont élevées en une seule fois, étalé sur 2 années, à 2,7 millions. Vous voyez, et nous avons investi dans le même temps 110 millions. Ce que nous payons comme taxe annuelle, donc la CVAE, les impôts fonciers, etc., ça se porte à hauteur de 13 millions. Vous voyez, et puis après, donc, on a nos charges patronales, 41 et quelques millions, etc., etc. Donc, en gros, voilà, c'est 2,7 millions contre ce que je viens de citer. Mais on vous enverra un tableau très précis. Il est presque prêt, de manière à ce que vous ayez tous les éléments. Je vous remercie pour ce retour. Peut-être une question provocante. Ne serait pas vous favorable à la suppression des aides de l'État corrélées à une baisse des impôts ? Pour simplifier, donc moins de services dans l'État pour pouvoir faire les suivis de dossiers et quelque part moins d'impôts pour vous. Alors ça peut être une bonne idée, en effet. Oui, tout simplement oui. Oui, ça peut être une bonne solution pour commencer justement à régler les choses. Parce que les aides de l'État aussi, elles sont ponctuelles. Et c'est ça qu'il faut mesurer. Ce ne sont pas des aides récurrentes. Là, je vous dis, 2,7 millions coupés sur 2 années. C'était 2021 et 2020. Voyez, et depuis 2022, 23, 24, rien. Par contre, une baisse de nos impôts de production ou une baisse sur les charges patronales, évidemment, ça va nous aider à continuer à investir parce qu'on saura aussi démontrer au groupe qu'en France, on est plus compétitif que ce qu'on était hier, et lors de leur choix stratégique d'investissement, on sera capable de présenter la France sous un meilleur jour.
Vous avez indiqué avoir recruté environ 330, créé 330 nouveaux emplois, Oui. et que donc là, vous êtes dans l'obligation, si je comprends bien, de réduire vos effectifs d'une centaine de salariés. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont aujourd'hui vos effectifs globaux en France? Vous avez dit 8% de vos effectifs, mais Oui. quels sont les chiffres exacts? Et dans un second temps, me dire sur le site de Beauvais, qu'en est-il? Et sur les 100 emplois que vous avez supprimés, quels sont les secteurs de l'entreprise qui sont touchés? Oui. Alors, réponse précise à votre question, nous sommes 1900. Juste par référence, nous étions 1500 en 2017. Donc, vous voyez, on a progressé très fortement de ce côté-là. Quels sont les effectifs, les populations qui ont été touchées? Donc, on a le bureau d'études qui a été touché, puisqu'on avait déjà un bureau d'études en Inde, que j'ai expliqué, et Brésil. Bureau d'études, informatique, ressources humaines et finances principalement, marketing aussi. En gros, ce plan ne portait pas sur les personnels de production, mais portait justement sur le personnel indirect, la main-d'œuvre indirecte. Quels sont, de façon plus précise, les emplois que vous avez envoyés à Bangalore en Inde? Parce qu'on parlait de bureau d'études. En général, on a quand même reconnu, nous, en France, pour la qualité de nos ingénieurs, ainsi que nos bureaux d'études. Donc, quelles sont les compétences que vous avez envoyées en Inde et celles que vous gardez en France? Alors, technicien et ingénieur en Inde, puisqu'en fait, on a les mêmes niveaux de formation là-bas aussi. Et on a développé en Inde une grosse partie de notre engineering électronique, mais on a gardé une antenne stratégique à Beauvais pour ce département. Et on a envoyé aussi en Inde toute une partie qui est liée au design, je veux dire, à la création de composants qui sont moins stratégiques, j'allais dire, dans le tracteur que certains autres. Donc on a gardé, j'allais dire, l'essence du tracteur à Beauvais. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'impact des normes, principalement des normes européennes, avec autant de normes que de pays. Est-ce que vous avez déjà analysé, fait une étude de quel serait l'impact en termes de chiffre d'affaires ou de résultats d'un côté et d'emploi de l'autre côté, s'il y avait une uniformisation de la norme à l'échelle européenne? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle il est extrêmement compliqué de répondre. La réduction de complexité en termes de référence pièces dans une usine, si vous demandez à un logisticien ou à un ingénieur de bureau d'études combien on gagne en enlevant une pièce, personne ne sait vous donner un chiffre, y compris dans l'industrie automobile. Donc il y a des paris qui sont faits sur le coût de la gestion d'une pièce détachée sur le moyen terme. Donc je n'ai pas la réponse à ça. Ce que je sais juste, c'est par la négative, c'est qu'on emploie des gens pour faire ça. Voilà, notamment aux homologations, où c'est un peu compliqué, et qu'on a des stocks qui tournent moins vite. Et dire qu'on serait plus profitable de tant de milliers, tant de millions d'euros, je n'ai pas cette précision là dans les mains. Avez-vous aujourd'hui des normes à l'échelle européenne qui vous empêchent de pouvoir produire à l'échelle européenne? Pour faire une petite comparaison, par exemple, pour le textile, tout ce qui est REACH ou ROHS sont tellement compliqués à mettre en œuvre que tout est délocalisé parce qu'incapacité de produire conforme aux réglementations ou du moins pas à un coût acceptable à l'échelle française. Non, non, non. Non, non, les normes ne sont pas à ce point handicapantes pour nous. On est capable de s'adapter et de vendre dans tous les pays européens. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Il faut couper votre micro, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi.
Merci, oui, c'est une maison où on ne se parle pas les uns sur les autres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Merci, Monsieur le Président. Vous avez posé un certain nombre de questions que j'avais en tête également sur les aides publiques, donc vous me permettrez de... J'y reviendrai après sur les aides publiques. Vous avez évoqué beaucoup de sujets qui sont le cœur de métier, si je puis dire, de cette commission d'enquête sur notre tissu économique. Moi, je voulais commencer très concrètement sur le plan social, si vous le voulez bien. Un rapport du cabinet d'expertise Secafi, mandaté par les organisations syndicales que vous connaissez sans doute, indique que les difficultés connues par le groupe AGCO ces derniers mois sont cycliques dans le milieu des engins agricoles et constate déjà une reprise des commandes ainsi qu'une augmentation prévisionnelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 3% pour 2025. J'aurais aimé votre réaction sur ce rapport. Excusez-moi, il faut goûter piston. Pardon. Je vais y arriver. Cette analyse faite par Secafi ou par ceux qui ont lu le rapport ne reflète pas la réalité des choses, tout simplement, puisque le marché de la machine agricole dans le monde entier, à la fin du premier trimestre, a continué à baisser de 15%. Alors c'est vrai que Secafi s'était appuyé sur une étude du CEMA, le Centre européen du machinisme agricole, qui retrace les intentions et le moral des entrepreneurs liés au machinisme agricole. Et c'est vrai que leur moral s'est amélioré. Et en disant, ben voilà, on imagine que ça va aller mieux. Manque de chance, ça c'était quelque chose qui a été fait en novembre ou décembre. Manque de chance, la réalité des faits, c'est que nous, en Europe, Moyen-Orient, on est à moins 21% en termes de marché à la fin du mois de mars 2025 par rapport au mars 2024, et qu'au niveau mondial, on est à moins 15%. Et que le chiffre d'affaires du groupe, qui était, je l'ai dit tout à l'heure, de 14,5 milliards en 2023, a été de 11,7 milliards en 2024, et que cette année, annonce faite à la communauté financière le 2 mai, il sera, prévision, de 9,6 milliards. Donc vous imaginez un groupe qui perd 30% de son chiffre d'affaires, soit 5 milliards de dollars. Donc il faut s'adapter. L'exercice est un peu répétitif d'allumage et d'éteignage des micros. Vous avez évoqué des suppressions qui excluraient la production. Ça ne concerne pas non plus les intérimaires ? Alors, ça concernait les intérimaires, et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer au conseil d'agglomération de Beauvais, je pense que vous le savez, le 7 novembre. La stratégie de l'entreprise a toujours été, depuis peut-être 20 ans, ou peut-être un peu moins, 15 ans, d'avoir un socle de production avec des CDI qui permet de produire une cinquantaine de tracteurs par jour. Et cette industrie, vous l'avez dit vous-même, est tellement cyclique qu'on a décidé, lors des pics, de faire appel à l'intérim, et lorsqu'il n'y a plus de pics, de réduire l'intérim. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait. Alors oui, l'intérim a été très très fortement réduit, ce qui éviterait un plan social tous les 3 ans, quoi. Voilà. Oui, donc il est inexact de dire qu'il n'y a pas eu de suppression d'emplois dans le domaine de la production, puisque les intérimaires ont été concernés. Exact, sauf que quand je réembaucherai, parce que le marché sera revenu, personne n'ira faire la une des journaux en disant « Ah, AGCO réembauche ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc on crée, on démonte, on recrée, on démonte. La sinusoïde du marché est telle que personne n'a trouvé d'autre manière pour faire les choses. Rassurez-vous, je crois qu'avec le président, nous serons ravis d'annoncer des bonnes nouvelles le jour où elles interviendront. Nous avons un esprit très positif. Le président a évoqué la question des aides publiques. Est-ce que aides publiques, donc directes, indirectes, État, collectivité, est-ce que ces aides publiques ont été à un moment donné ou à un autre conditionnées à des engagements en matière d'emploi ou d'ancrage dans le territoire? Dans les territoires, vous avez cité, je crois, 3 sites, Beauvais, Bondoufle et la Moselle. Alors oui, en fait, elles ont été conditionnées au fait que... Alors, je vais reprendre un petit peu l'histoire, je crois que c'est important de le rappeler. Vous imaginez une entreprise phare dans son domaine de l'agroalimentaire qui passe de 1970 à 2018 ou 2019 de 3000 salariés à 310 salariés et qui ferme ses portes, site de 25 hectares à peu près, qui va se trouver demain en déshérence. Donc on est approché pour reprendre les bâtiments et revitaliser tout ça. Et on n'avait pas de projet à l'origine pour
revitaliser ça, pas de projet industriel. On s'en est créé un très très rapidement parce qu'on a pensé qu'on avait une opportunité pour créer de la valeur ajoutée, et notamment devenir passer d'assembleur à assembleur et producteur de composants pour l'ensemble des usines du groupe. On ne produit pas que pour nous. Et à ce moment-là, quand j'ai été plus sûr des choses et que j'ai compris qu'il fallait absolument qu'on améliore la circulation entre ces deux futurs sites, parce qu'au début on n'en avait qu'un, nous avons proposé à l'AGLO, à l'État, enfin à tous les représentants locaux, on a dit voilà, si vous nous aidez à rendre la circulation fluide de droite à gauche, parce qu'en fait un site à droite, un site à gauche, alors nous créerons 195 emplois supplémentaires. Et c'est ce que j'ai confirmé lorsqu'on a eu l'information qu'une solution de passage entre nos deux sites serait trouvée, qui améliorait en même temps et surtout la circulation dans Beauvais. J'ai confirmé par un écrit que j'allais anticiper les embauches, c'est-à-dire qu'on a embauché fortement en 2023, ce qui fait que quand on est arrivé à un site qui était réunifié, je l'appelle comme ça, avec une circulation libre, on avait créé nos 330 emplois en France. Voilà. Merci. Vous évoquiez dans votre réponse précédente une courbe, je parle sans trêve vos propos, sinusoïdale sur l'emploi, laissant sous-entendre qu'il y avait potentiellement peut-être, pardon pour la redondance, d'autres suppressions de postes à venir. Est-ce que vous excluez ou pas à cette étape de procéder à de nouvelles destructions d'emplois, à la fois chez AGCO, mais aussi chez votre joint venture de JIMA? Alors, les entreprises sont toujours en réflexion sur l'optimisation de leurs organisations. Sinon, elles sont en danger à penser qu'elles sont les meilleures. Mais au moment où on se parle, il n'y a pas de plan du tout de réduction supplémentaire, ou si je reprends vos termes, de destruction d'emplois, parce que c'est vrai que c'est le mot, tant chez JIMA, notre joint venture avec Claas Tractors, donc société allemande, que chez AGCO. Merci. Je reviens sur la question des aides publiques désormais, au-delà de leur conditionnement. Vous avez évoqué la construction d'un pont. J'ai les chiffres sous les yeux. 13 millions d'euros d'investissement public, 4 millions par l'agglomération du Beauvaisis, 6 millions par l'État, 1,5 million par le département de l'Oise et 1,5 million par la région des Hauts-de-France. Estimez-vous que cet investissement public, on va commencer par là, autour du pont, est un modèle exemplaire et qu'il a un impact positif pour la collectivité, pour le territoire sur lequel vous êtes implanté? Alors, modèle exemplaire, je ne sais pas. C'est très fort comme positionnement. Dire qu'il a un impact positif sur la collectivité, je le mesure tous les jours. La circulation est devenue fluide, circulation qui était devenue insupportable pour les Beauvaisiens et tous les non-Beauvaisiens qui venaient travailler à Beauvais lorsqu'ils venaient du nord et qu'ils allaient vers le sud. Devenue insupportable. Donc je dis aujourd'hui, oui, c'est un investissement qui a bénéficié à la collectivité de manière très significative. Mais est-ce que la construction de ce pont faisait partie des conditions posées par AGCO pour maintenir ou développer ses activités sur le site? Alors, j'ai répondu à cette question tout à l'heure en disant oui, il fallait qu'on ait un passage. Alors que ce soit un pont, une navette, un souterrain, ce n'était pas la question. Il nous fallait un passage. Le choix qui a été fait, c'était le choix d'un pont. Bon, très bien. Ça a rempli les objectifs que nous avions. Et ce qui nous a permis, je le répète, d'investir 110 millions et de créer ces 330 emplois. Mais c'était donc une condition posée pour vous, pour développer économiquement votre site? Alors c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu plein de fois, pas ici, mais vous savez, oui, nous on n'allait pas investir 110 millions pour créer deux sites qui ne pourraient pas communiquer. Je veux dire, en termes de productivité, vous ne faites pas ça. Et donc, avez-vous été amené à contribuer financièrement à cette somme, 13 millions d'euros, c'est pas rien. Si oui, à hauteur de combien? Sinon, pourquoi n'avez-vous pas été mis à contribution? Et est-ce que cette contribution vous a été demandée, et quand et comment, par l'État ou les collectivités locales? Alors, ni l'État ni les collectivités locales ne nous ont demandé de contribution, dans le sens où je m'étais engagé à créer des emplois et à investir sur place.
D'un autre côté, si nous avions contribué au pont, et à la limite payé le pont, j'aurais pu mettre un péage et demander à tous les Beauvaisiens et tous ceux qui viennent à Beauvais de payer pour passer sur ce pont. Donc je pense que ça n'aurait pas été la meilleure solution. Bon, pourtant, ça s'est fait sans péage à Abbeville, par exemple, pas très loin de là où vous êtes en 2019, où la collectivité a fait financer une infrastructure routière à peu près similaire à celle-ci par l'entreprise qui en bénéficiait, sans qu'il y ait de péage nécessairement. Quels ont été, puisque donc je déduis de votre question qu'on ne vous a jamais demandé de financer ce pont. Personne n'est venu vous dire il faudrait que vous contribuiez ou vous financiez, même de façon modique, ce pont. Non. Merci pour la clarté de votre réponse. Ouais. C'était quelque chose. On n'a pas contribué directement au pont. Bon, je vous ai redit tout ce que nous avons, tout ce que nous finançons à côté, nos taxes, etc. Mais pendant les travaux, nous avons contribué lourdement à pouvoir rendre les péages de l'autoroute, qui permettaient ce contournement, gratuits pour les gens qui allaient à Beauvais, qui travaillaient à Beauvais. Donc ça, c'est quand même important. Ça, c'est des euros. Alors, vous savez, on s'intéresse donc dans cette commission d'enquête au rôle des pouvoirs publics et à l'influence que les pouvoirs publics exercent pour maintenir ou pas l'emploi. Et donc, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs qui est, je crois, assez éclairante, y compris pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Vous l'avez dit, on a besoin de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises. Je revendique, je reconnais une méconnaissance de ce qui se passe dans le cadre d'une discussion entre un chef d'entreprise et un interlocuteur ministériel ou une direction ou un exécutif local. Moi, j'aimerais savoir à quel moment vous discutez de la construction de ce pont avec l'État et les différentes collectivités avec lesquelles vous êtes, et finalement comment se passe la discussion. Est-ce que vous formulez une demande? Est-ce que c'est la collectivité qui vient vers vous en disant on répond à votre besoin? Vous évoquiez vous-même dans la presse une condition sine qua non et vous nous avez confirmé il y a un instant le fait que vous aviez besoin, d'après vous, de cette infrastructure. Est-ce qu'à un moment donné, comment se formalisent les échanges, comment se formalisent les discussions? On ne vous a pas demandé de contribuer, mais j'imagine qu'on vous a demandé à un moment donné quelles étaient vos intentions et qu'on a attendu de vous des chiffres en matière de création d'emplois et de développement de votre activité. Bien sûr, et c'est pourquoi je m'étais engagé à ces fameux 195 emplois supplémentaires. C'est tout simplement ça. Maintenant, nous, on n'a jamais demandé un pont. Voilà, on a demandé un passage. Donc ça pouvait être n'importe quoi, un passage à niveau. Voilà. Et on en a discuté de manière très très simple avec les services de l'État à un moment donné, puisqu'il y avait quand même cet énorme problème pour le Beauvaisis de cette entreprise qui fermait en face de chez nous. Et voilà, donc il fallait à un moment donné, et je dois dire que on a pu créer des projets qui démontrent qu'on a bien fait de se lancer dans cette aventure, et je n'ai aucun regret, au contraire. Il fallait y aller, mais il a fallu à un moment donné qu'on soit rassuré pour qu'on nous dise formellement après nos demandes, telles que je les ai exprimées, et exprimées très clairement devant le préfet de l'époque, quand on nous a dit, ben voilà, vous allez avoir le passage dans un an, on a dit on anticipe les investissements et nous anticipons aussi les embauches. Quand est-ce que ça s'est passé? Parce que ça, c'est votre question précise. Ça s'est passé précisément le 15 avril 2019, vous voyez. Donc c'est une histoire assez ancienne. Réunion à la préfecture, je vous disais, avec toutes les parties prenantes. Et puis voilà, on a dit, voilà, il nous faut un passage. Et le préfet, après, a discuté avec les autorités locales et sont revenus vers nous avec une solution le 7 octobre 2020. Et moi, j'ai répondu le 15 décembre 2020 que j'anticipais les embauches. Et je ne sais plus à quelle minute je l'ai fait. Je vous remercie. Je crois que ça suffira pour la clarté de la chronologie. Et donc, j'en profite pour la chronologie des choses. Et donc,
de mémoire, les annonces du plan social, l'annonce des licenciements, se fait 6 mois après l'inauguration du pont. Ma question est la suivante, comment ont réagi vos interlocuteurs, représentants de l'État, représentants des collectivités locales, qui pouvaient être fondés à s'estimer un peu bernés dans l'affaire, je pense, en disant on investit massivement, c'est pas rien pour des collectivités de cette taille-là, c'est pas rien pour l'État non plus, ce genre d'infrastructure, qui par ailleurs, de ce que j'entends, ont même été au devant de vos attentes, puisque vous ne demandiez pas autant qu'un pont de cette nature. Est-ce qu'elles ont émis auprès de vous, si ce n'est de la colère, en tout cas des interrogations? Alors, pour revenir sur le pont, parce que ça semble être un point important, le pont est la technique choisie qui, semblait-il, était la plus appropriée à la situation du lieu. Maintenant, vous dire que les collectivités locales, que la préfecture a accueilli avec le sourire notre projet de plan social, je ne vais pas vous dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est même passé difficilement en termes de discussion. Et c'est normal. C'est normal parce que ça a été une surprise pour tous. Après quelques années de croissance forte, d'embauche, une belle histoire, des salariés qui sont très positifs sur leur entreprise, pof, plan social, brutal. Le dernier plan social, je parle sous ton contrôle, Eric, était en 2009-2010. Donc voilà, pratiquement 14 ans sans encombre. On a géré toutes les crises du mieux qu'on pouvait. Donc oui, on n'a pas été accueillis à bras ouverts, et c'est normal. Je n'attendais pas d'être accueilli à bras ouverts. Et est-ce que on a cherché, et si oui, qui le gouvernement? On a eu un exemple il y a quelques jours dans cette commission d'enquête d'un dirigeant d'entreprise appelé par un ministre. On a vous avez vos interlocuteurs. Est-ce qu'on a cherché, dans le cadre de ces discussions, vous dites pas accueilli avec le sourire, mais pour bien comprendre, est-ce qu'on a cherché à vous dissuader de supprimer des emplois? Est-ce qu'on a cherché à vous présenter des alternatives? Est-ce qu'on a cherché, voilà, jusqu'où est allée la discussion au-delà de l'absence de sourire, qui évidemment se comprend très bien. Mais par ailleurs, on peut avancer dans la vie sans forcément se sourire. Je suis d'accord avec vous, mais c'est moins drôle. Non, évidemment, l'ensemble des partis qu'on a rencontrés ont respecté le choix de l'entreprise. Je rappelle que c'est aussi un choix organisationnel. Hein. Vous avez bien noté ça. Il y avait deux choses. Hein. Accéléré par la crise. Toutes les parties ont essayé de nous dissuader. Bon, c'était malheureusement pas possible, donc elles ont joué tout leur rôle. Mais on était dans une démarche qui était qu'il fallait qu'on devienne un vrai groupe et que donc à un moment donné, il fallait qu'on crée cette organisation. Donc voilà, et chacun est allé de son argument recevable hein, pour dire non, ne faites pas ça. Mais on ne pouvait pas éviter ce changement. Et à aucun moment on ne vous a interpellé sur le niveau des aides publiques que vous aviez reçues, directes ou indirectes? Je ne parle pas que du pont, je parle du pont, mais pas que du pont. Alors, le pont, déjà, ce n'est pas une aide publique, on n'a pas reçu un euro. Il faut qu'on soit très clair. On a reçu 2,7 millions. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. À mettre en regard de toutes les contributions qu'on fait, comme je l'ai cité. Évidemment que ça a été un argument politique dans le Beauvaisis. Vous avez vu les journaux, peut-être comme moi. C'est un scandale de réduire les effectifs alors qu'ils ont touché, c'était 13 millions, parce qu'il y a une confusion incroyable sur le sujet. Et ça a été un jeu que je comprends hein, entre la municipalité en poste, les opposants à la municipalité. Et nous, on s'est retrouvés un petit peu dans un combat politique qui n'était pas le nôtre. Donc, factuellement, on a touché 2,7 millions, on a embauché 195 personnes, on a investi 110 millions, 500 millions depuis 2014, je crois. Voilà, sur le site, nous regardons comme une entreprise responsable et qui remplit la parole qu'elle a donnée.
Est-ce que vous seriez prêt, on a vu dans une autre commission d'enquête, dans une autre assemblée que celle-ci au Sénat il y a quelques semaines, le PDG de Michelin, je crois, je parle de mémoire, dire « je suis prêt à rembourser les aides publiques ». Est-ce que vous seriez prêt, je reprends l'exemple de Spon ou d'autres choses, mais est-ce que vous seriez prêt à considérer qu'effectivement, compte tenu du fait que l'engagement moral finalement que vous aviez, puisqu'il n'y a rien de décrit, il n'est pas conditionné nulle part, de ce que, à moins que vous m'en informiez, mais que l'engagement moral qui est pris avec des territoires de développer l'emploi, avec un pont qui est inauguré à vos couleurs, avec un événement qui est d'ailleurs relayé dans votre propre entreprise comme un moment de fierté et qu'on comprend pour l'entreprise, le fait de relier deux sites. Si demain l'État et les collectivités qui ont financé venaient vous dire on pense que vous devriez rembourser tout ou partie, est-ce que vous seriez prêt à engager cette discussion? Je pense franchement que ce n'est pas le sujet. J'ai rempli les engagements pour lesquels je m'étais engagé par écrit. Donc je me regarde dans une glace le matin en tant que président de cette société et je dis j'ai fait exactement ce que j'ai dit et la collectivité savait ce que je faisais et ce que j'avais promis. Et j'ajoute que si je recule à 2017, on a créé 500 emplois à Beauvais. Je veux dire, voilà, quelle entreprise a fait ça dans cette petite ville? Parce que ce n'est pas une énorme ville. Et on paye nos contributions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on pourrait imaginer que l'État dise « vous n'avez pas rempli votre contrat », ou que les collectivités. J'ai rempli mon contrat. Il était écrit, je l'ai même confirmé moi-même par écrit, ce qui est quand même un peu exceptionnel, en disant « je l'anticipe ». Donc, après, je passerai la parole à notre collègue. Donc, pour aider aux réflexions, vous avez bien voulu nous faire part d'un certain nombre de réflexions que vous aviez sur l'organisation économique, sur la stabilité. Je partage ce que vous dites. Je crois qu'on a tous besoin d'un peu de stabilité, et y compris de stabilité sociale. Et donc, ma question est la suivante. Vous avez tout à l'heure dit, je peux pas. Je résume vos propos. Hein, vous me corrigerez évidemment à loisir si je les interprète mal. Mais vous nous avez dit, je ne peux pas maintenant anticiper ce que seront nos éventuelles embauches ou suppression d'emplois parce que je ne connais pas évidemment la conjoncture. Mais est-ce que vous avez une vision, la prospective sur l'avenir de la R&D, la recherche et développement sur ce site? Puisque tout à l'heure vous nous vantiez l'Inde, la Hongrie, et j'avoue que quand on vous écoute, on est un peu inquiet parce qu'on se dit vraiment, vous voyez là des modèles fabuleux, et donc on peut être légitimement inquiet sur l'avenir de ces secteurs-là chez vous. Alors, fabuleux, c'est un bien grand mot. Je n'ai pas utilisé ce mot-là. J'ai dit que ces gens-là étaient formés. Mais vous savez, c'est aussi, et je pense que c'est notre rôle en tant que chef d'entreprise, d'éduquer la population qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais ce modèle existe dans l'automobile depuis des années. Nous sommes les derniers des Mohicans à ne pas avoir réalisé ce mouvement. D'un autre côté, notre organisation, celle qu'on a mise en place, a fait en sorte que on a concentré Beauvais sur les plateformes de forte puissance et de haut de gamme. Donc voilà, donc quand vous dites quel est l'avenir de la R&D, l'avenir de la R&D, il est là, tout simplement. Hein, c'est le tracteur sur lequel on fait le plus de marge, pour être très clair. Donc vraiment ceux qui sont hyper stratégiques. Et puis on a partagé, parce que ça c'est pas un secret, c'est communiqué, on a partagé nos plateformes entre les différents sites. Donc il y a la Finlande, on avait déjà une plateforme commune qui a pris le lead sur une plateforme de plus faible puissance, et puis le Brésil qui a pris les petites plateformes parce qu'ils sont les premiers consommateurs de ces petites plateformes, notamment ce qu'on a appelé à un moment donné Global Series. Allez, j'en ai deux dernières pour la fin. Pour terminer sur une note positive et optimiste, est-ce que vous pourriez donner à cette commission d'enquête les éléments qui vous permettent de croire en la pérennité des 3 sites que vous avez en France, Bondoufle, la Moselle, pardon, j'ai oublié le nom de la localisée en Moselle, je m'excuse par avance pour nos collègues éventuels de l'Est de la France qui seraient là, et le site de Beauvais. Alors, les éléments sont que, je vous ai dit, l'industrie est cyclique. On a gagné pas mal de parts de marché ces 2 dernières années, et là on continue. Et on a décidé, on en a parlé du reste avec nos représentants syndicaux il y a maintenant une quinzaine de jours, on augmente les cadences de production à Beauvais. On reprend 12 tracteurs par jour, ce qui est énorme. On était à 48 tracteurs, ce n'est pas un secret, donc c'est pour ça que j'en parle librement. Donc on remonte les cadences, là au mois de juin.
Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires, nous investissons 17 millions d'euros en Moselle pour faire un nouveau centre de pièces détachées, beaucoup plus moderne, et surtout, je pense qu'il sera beaucoup plus agréable à travailler par les collaborateurs locaux. Parce que là, aujourd'hui, nos bâtiments sont assez fragmentés, et donc ce n'est pas très facile pour eux. Donc voilà, les éléments positifs. Il y a chez un certain nombre de salariés du site un doute, une interrogation sur le risque de vivre le même sort que l'usine de Coventry au Royaume-Uni, qui a été fermée suite à une rationalisation, des décisions de rationalisation du groupe AGCO pour aller vers des sites jugés plus rentables. Donc vous excluez que ce soit le sort d'un des 3 sites que vous avez évoqués? Alors on n'est pas du tout dans le même cas de figure, puisque Coventry fabriquait un produit qui datait des années 50, qui avait été amélioré, mais c'était un vieux produit et qu'il n'était plus possible de le faire évoluer. Et Beauvais, donc en termes de puissance, par contre, il était à cheval avec déjà ce qu'on fabriquait en partie à Beauvais. Donc la décision a été prise à un moment donné de dire, voilà, comme ce produit fabriqué en Europe n'est vendu pratiquement maintenant plus qu'en Afrique et en Amérique du Sud, autant le fabriquer en Amérique du Sud. C'était à peu près logique. Et puis le reste, on le fabrique à Beauvais. Voilà comment s'est terminée l'histoire de Coventry. Et on a réinventé une nouvelle plateforme pour couvrir ces bandes de puissance, 70 chevaux à 110 chevaux, qu'on a dessiné à partir d'une feuille blanche et qu'on a fait fabriquer en Chine, qui a vu le jour en 2016. Beauvais n'est pas du tout sur le même segment. Beauvais, je vous l'ai dit, on dessine et on produit des tracteurs de haute technologie et de haute puissance. C'est ce que demande l'agriculture d'aujourd'hui. Et il n'y a qu'une usine dans le monde pour Massey Ferguson qui puisse faire ça, et qui fait ça aujourd'hui. Donc on a vraiment donné des responsabilités très précises à nos usines, et il n'y a pas de croisement de responsabilités. Parce que ça pourrait être embêtant en termes de duplication. Donc on est vraiment seul pour notre marque à Beauvais. Merci. Et alors les 2 derniers éléments, mais ça peut-être vous pourrez nous les transmettre ensuite, parce que j'imagine qu'il faut aller chercher des dates et des éléments. Vous avez parlé tout à l'heure d'engagement écrit, et c'est vrai que ce n'est pas si fréquent que cela. Est-ce que vous pourriez nous transmettre, soit maintenant, soit si vous le voulez dans les jours qui viennent, les dates et les destinataires de ces engagements écrits que vous aviez pris, et également les dates auxquelles vous avez échanger, pour informer, pour discuter avec les représentants de l'État et des collectivités sur le plan social, qu'on puisse, nous, avoir une petite idée de la chronologie, y compris pour nos travaux, qu'on comprenne un peu comment les choses se déroulent dans ce genre de situation. Alors, donc, les dates du plan social sont connues et publiques. Voilà, avant de l'annoncer aux salariés, et j'ai évidemment vu la préfecture, on avait vu la DRETS pour leur dire voilà ce qui va se passer demain ou après-demain. Donc voilà, les parties prenantes ont été vraiment prévenues avant l'ouverture des négociations. Par contre, pour ce qui est du pont, je vous ai donné les dates tout à l'heure. On commence le 15 avril 2019 à la préfecture, voilà, et mon engagement est très clair, lettre du 15 décembre 2020, voilà, à l'aglo. Je veux dire, moi, je suis transparent sur le sujet, où je m'engage à créer ces emplois, les anticiper. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la députée, je pense que vous avez une question, je vous en prie. Monsieur le Président, bonjour et merci de votre présence à cette commission d'enquête. Cette commission d'enquête a pour objectif d'essayer de déterminer les défaillances des pouvoirs publics dans les licenciements. J'ai lu des choses sur votre entreprise pour préparer cette réunion et je vous ai entendu commenter un certain nombre de faits et je vais résumer la situation de la manière suivante. En 2019, vous commencez à négocier en disant il me faudrait un moyen de passage entre 2 sites Massey Ferguson. On vous répond ok, on va vous faire un pont. Aussitôt, c'est-à-dire 2 mois après la réponse de fin 2019, on vous dit vous prenez-vous l'engagement de créer des... Non, c'est ce que je viens de noter. Alors, on va le dire autrement. Vous avez pris l'engagement écrit, vous avez pris l'engagement que vous revendiquez comme étant écrit, de créer de nouveaux emplois dès lors qu'on vous faisait un pont.
Sauf erreur de ma part, le pont a été inauguré en décembre 2023. C'est ça, on est bien d'accord. Et sauf erreur de ma part aussi, d'après ce que j'ai compris, vous annoncez en décembre 2024 un plan social de licenciement. Enfin, là... Peut-être dans les dates. Le licenciement... Alors, l'annonce des 105 ou 115 postes que vous supprimez date de quand? L'annonce alors, la chronologie du plan social est assez simple. Donc, juin 2024, notre président de groupe, donc mondial, déclare à l'ensemble des salariés qu'on va se réorganiser et que donc les conséquences de cette réorganisation feront que l'emploi sera impacté de 6% dans le groupe AGCO. Donc ça, c'est juin. Donc nous, ensuite, on a préparé le plan et on a commencé à parler avec nos représentants syndicaux en R0 au mois d'octobre, précisément le 3 octobre. On a fait notre R1, parce qu'il fallait bien qu'on prépare le plan, et on a fait notre R1 le 10 octobre avec ces mêmes LSC, et après on a donc suivi le processus légal français, qui est un processus très, très complexe et très long. Et je ne dis pas qu'il est très long pour l'entreprise uniquement, il est très long pour les salariés. Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'expliquer à une population salariée que vous ne savez pas précisément, à la fin, qui sera vraiment impacté quand, par exemple, vous avez 4 postes supprimés dans un département où 10 personnes font le même travail. Et parce que ça se négocie avec les DSC. Et donc, le processus a duré 3 mois, et nous avons clôturé nos négociations concernant le plan en janvier 2025 par un accord unanime sur les mesures avec les partenaires sociaux. Voilà, ça c'est le calendrier tel qu'il a été réellement déployé. D'accord. Donc quand je disais décembre 2024, je me suis trompée d'un mois, je vous demande pardon, c'était janvier 2025. Il n'en demeure pas moins que je voudrais comprendre quelles sont les raisons qui ont poussé votre entreprise ou le groupe, vous dites c'est une décision de restructuration du groupe, d'accord, mais qui a quand même abouti à plus d'une centaine de licenciements, alors négociés dans les conditions d'un plan social, etc., etc., je comprends tout ça. Quelles sont les raisons qui font que un an, moins d'un an, puisque le calendrier que vous venez de préciser signifie clairement que c'est moins de 6 mois après l'inauguration du pont que vous avez demandé, que vous commencez les procédures pour licencier du personnel alors que vous aviez dit que vous alliez créer du personnel. Je voudrais comprendre pourquoi et ce qui s'est passé entre je dis qu'on va créer des emplois supplémentaires, je l'écris, on inaugure le pont qui était la condition, enfin le moyen de circulation, alors que ce soit un pont, un sous-marin, un avion, etc., c'est comme vous voulez. N'empêche que vous avez eu le moyen de circulation entre les deux sites, vous avez créé les emplois supplémentaires, et quand vous avez le moyen de circulation, 6 mois après, vous commencez une procédure de plan social de licenciement. Je voudrais comprendre. Mais réellement, enfin, je veux dire par là, quand je... Excusez-moi, quand je suis avocate de PMI, PME, et je travaille dans l'industrie métallurgique. Je travaillais avant d'être élue. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez quelles sont les raisons économiques, budgétaires, qui ont fait que le groupe a choisi de licencier plus de 100 personnes en France sur un site dont vous avez dit il va devenir un point central et dont vous dites aujourd'hui que c'est la base mondiale Massey Ferguson pour les très gros tracteurs de très haute technologie. Je vous remercie. Merci. Donc, en fait, c'est une question qui est fondamentale. C'est une question à laquelle j'ai répondu un petit peu avant que vous arriviez. Je suis désolé, mais je vais le refaire. En fait, le groupe a décidé... Le groupe est le résultat de multiples acquisitions depuis 1990.
ça a été avec un grand L, consolidateur de l'industrie du machinisme agricole dans le monde. On a acheté des compagnies pratiquement tous les 2 ans. Sauf que quand on les achetait, on ne les a jamais restructurées pour les intégrer dans un groupe. Et donc on s'est retrouvé face à des organisations qui étaient totalement inégales d'un pays à l'autre ou d'une marque à l'autre. Et donc on n'arrivait pas à se parler. Et la chute du marché très forte, commencée en octobre 2023, a précipité le mouvement. Où là, notre président a dit non, non, là, il faut maintenant qu'on s'organise comme un véritable groupe, avec des procédures homogènes dans tous les pays, dans toutes les marques, et ça aura des conséquences sur l'emploi. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé réellement, et la chronologie est celle-là. Maintenant, il n'y a pas vraiment de lien, si je peux me permettre, entre le pont et ce plan de licenciement, ce plan de sauvegarde de l'emploi. Le pont, on a créé les emplois pour lesquels on s'était engagé, et même plus, puisqu'on en avait créé 330 en France. Donc on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Il se trouve que le marché, et là encore, vous étiez là, et continue de s'écrouler, comme jamais. C'est la crise la plus difficile depuis 40 ans, et que donc, il fallait qu'on mette ce plan en place à la fin. Donc, pour remplir à des obligations organisationnelles du groupe et d'efficience du groupe. Et puis un autre élément que je n'ai pas recité là, mais que j'ai cité tout à l'heure dans mon propos liminaire, c'est que si vous regardez les comptes du groupe, ceux qui sont publiés, nos frais généraux sont de 2,3 points supérieurs à ceux de nos concurrents principaux en pourcentage des ventes. Et donc ça représente quand même 300 millions qu'on ne peut pas investir en recherche et développement ou dans des infrastructures plus modernes en termes de production pour être plus compétitifs. Donc voilà le calendrier, voyez, et les raisons fondamentales de ce changement. Mais bien sûr, Madame la députée, je vous en prie. Excusez-moi, je comprends toujours pas. Vous avez procédé, si j'ose dire, à la restructuration et au redéploiement du site Massey-Ferguson dans le Beauvaisis. Je comprends pas pourquoi. Tout d'un coup, c'est aussi sur ce site-là que ça vient, puisque vous-même veniez de le restructurer en augmentant la surface de production, en augmentant plein de choses. Donc, j'ai du mal à comprendre. Alors, on ne l'a pas restructuré en termes d'organisation. On a créé des nouveaux métiers. On n'a pas restructuré la partie originelle du site. On a repris des bâtiments à une entreprise qui quittait le Beauvaisis. Il y avait 27 hectares et on a créé des nouveaux métiers. Fabrication de réservoirs à gasoil pour l'ensemble du groupe. Donc, on a créé les emplois là. Et ça n'a pas de lien avec la volonté du groupe de s'organiser, surtout quand l'organisation n'impacte pas la production, elle impacte les services supports. Ce que je disais tout à l'heure, la production n'a pas été impactée, sauf, comme vous le disiez très justement, monsieur le rapporteur, où on a réduit nos volumes d'intérimaires puisque le marché était en chute et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise est structurée pour une production journalière de 50 tracteurs avec des CDI. Voilà, donc ça n'a pas de lien absolument direct. Je vous demande pardon, je ne comprends pas. Vous étendez un site, alors où vous avez supprimé le premier site, le site historique, pour faire le second, ou vous étendez un site. Je comprends vraiment, enfin, vraiment, de bonne foi, je ne comprends pas. J'ai dit tout à l'heure, on a étendu le site, mais si vous prenez 2017, date de mon arrivée, c'est pour ça que je me cale là, et maintenant, on était 1500, on est 1903. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a créé de l'emploi et créé de la valeur, mais entre ces 1500 et ces 1903, il y a eu un plan social. Oui, on aurait dû être 2000. C'est tout simple. Je pense qu'en fait, il y a une confusion. On est sur un fabuleux site. C'est assez rare en France d'avoir un aussi beau site industriel avec l'ensemble des fonctions de production, de services d'engineering et de support. C'est assez rare d'avoir tout le monde sur le même site avec, comme Thierry Lotte indiquait, 2000 personnes. Il y a 15 ans, c'était 1200 personnes sur Beauvais. Il y a plus de 15 ans, 1200. Là, on s'est rapproché des 2000. Mais je pense qu'il y a une confusion entre ce qu'on a fait au niveau production et Thierry Lotte l'a indiqué, on n'a pas du tout touché à la production. Pourquoi on n'y a pas touché ? Parce qu'on est compétitif et surtout on a appris de ce qui s'est passé la dernière grande crise des subprimes en 2009.
En 2009, effectivement, on l'a rappelé, on a eu un plan social parce qu'on était en baisse d'activité, chômage partiel, plus de 60 jours de chômage partiel, des pertes économiques, financières, on perdait 30 millions, plus d'activité, etc. On est passé de 300 intérimaires à 0 intérimaire en 3 semaines. Ça, c'est ce qu'on a connu en 2010. Pour ne pas reconnaître à nouveau ces problèmes-là, on a cherché à améliorer notre compétitivité au niveau production avec plus de flexibilité, avec 2 moyens. Un, comme beaucoup de sociétés industrielles dans la métallurgie et ailleurs, et c'est facile à expliquer, nos opérateurs travaillent 39 heures, sont payés 35, et donc on accumule du temps qu'on peut utiliser quand on est en baisse d'activité. Le machinisme agricole, c'est souvent 2 ans de hausse, 2 ans de baisse. Donc quand on a besoin d'activité, on accumule du temps. Deuxième moyen de flexibilité qui est hyper important, même si c'est de la flexibilité, c'est le recours à l'intérim. Vu notre activité, on est capable de passer de 300 intérimaires à 50 ou 100. Actuellement, en activité plus forte, on est à moins de 100 intérimaires. On va annoncer, on va confirmer demain qu'on va remonter en production, comme Thierry Lotte l'a indiqué, avec 12 tracteurs en plus par jour. Ça ne paraît pas beaucoup, mais 12 tracteurs à produire par jour, c'est 100 intérimaires qu'il va falloir réintégrer. Donc grâce à cette flexibilité, cette agilité, cette compétitivité, le plan social n'a pas du tout impacté la production. Et le pont dont on fait référence, il a permis de devenir fabricant de pièces pour l'ensemble des sites. On a plus de 60 sites dans le groupe, sans du coup, je dirais, modifier notre mode de fonctionnement. On a recruté plus de 250, 330 personnes. Donc ces personnes-là, avec le plan social qui a démarré le 3 octobre, les personnes en production, manufacturing, n'ont pas du tout été impactées. La réorganisation mondiale d'ACO, qui a impacté plus de 60 sites dans le monde, elle a impacté l'ensemble des services supports, hors production. Et c'est vraiment un point fort que l'on a en France, dans notre mode de fonctionnement, avec tout ce qu'on peut entendre sur les 35 heures, c'est qu'avec un bon dialogue social, le recours à l'intérim, même si l'intérim, je suis d'accord sur ce qui a été dit, bah oui, quand ça monte, c'est très bien pour tout le monde, mais quand ça baisse, on réduit l'intérimaire, le volume d'intérimaire, mais heureusement qu'on est capable de le faire, sinon on serait en plan social tous les 2 ans. Et heureusement, on n'a pas eu de plan social depuis 2010. Celui qu'on a vécu, qui a démarré officiellement en communication fin août, parce que dans un groupe comme ACO mondial, quand le président, le numéro 1 mondial, fait une communication de une restructuration, il va toucher les 22 000 personnes, 23 000 personnes sur les 60 sites au niveau mondial. Donc on a reçu l'information, comme l'ensemble des salariés, enfin, nous on a eu l'information 3 semaines avant. L'information auprès du personnel, c'est le 28 juin. Notre patron, qui est américain, nous a dit « mais vous démarrez le plan social tout de suite ». On leur a dit « non, en France, il faut le préparer ». Aux États-Unis, on a des collègues qui sont partis en 2 heures. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Aux États-Unis, vu les lois sociales, on peut être licencié en 2 heures. En France, ça demande une préparation. Et une phrase qu'on a souvent répétée auprès des salariés, et on l'entend encore plus parce qu'on n'avait pas vécu de plan social depuis 2010, et tant mieux pour nous tous, même si celui-ci, c'est dramatique ce qu'on a connu pour les salariés qui ont été licenciés. C'est souvent ce qu'on a dit, plus de 3 mois de négociation, c'est trop long et c'est trop court. Les salariés souhaiteraient tout de suite connaître les conditions et savoir qui est impacté. De par les règles du droit du travail, c'est pratiquement 20 réunions au niveau national, CCSE, sur les différents sites, des négociations que vous connaissez parfaitement, et vous avez des salariés qui voudraient savoir tout de suite les conditions. Après, quand on parle plus d'une centaine de licenciements, en fait, on a démarré le plan social en France avec 126 suppressions de postes. En fin de consultation, on a réussi à trouver des solutions en réduisant le nombre de postes impactés sur la France à 113. Dans les 113, il y en a 95 sur Beauvais. Et vu la négociation, à date, parce qu'on a pratiquement notifié l'ensemble des licenciements, je vais partager avec vous un chiffre par rapport aux 113 suppressions de postes. On a eu 40 licenciements secs, on va dire, ça vous parle. On a eu 56 départs volontaires, avec des créations d'entreprises, des formations, des reconversions que vous connaissez parfaitement, et 17 reclassements internes. Parce qu'on a travaillé en interne à trouver le maximum de solutions. Malheureusement, on n'a pas été capable de créer des solutions pour l'ensemble des salariés. Mais le chiffre de 113, je dirais, a diminué par rapport au début du plan social, et on va accompagner jusqu'au bout, pour que l'ensemble des salariés puissent retrouver un job. Et on a eu, comme je le disais, 56 départs volontaires, dont 50 sur Beauvais. À Beauvais, on a 50 salariés qui se sont portés volontaires en disant « je reprends une formation, je vais créer une société ». On a une vingtaine
de projets, de création d'entreprise, et ça va durer pendant, je pense, au moins un an. J'espère que ça répond un peu plus au niveau chronologique. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je crois que vous vouliez poser une question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, parce que pour une fois, on n'est pas pressé par le délai. Plusieurs choses, je vous les livre en bloc, comme ça, pourrait y répondre. Je crois déceler une contradiction, peut-être ai-je mal entendu, mal compris, entre M. Audièvre et M. Lotte sur la dimension cyclique de la difficulté. J'ai cru comprendre ce que vous disiez, M. Audièvre, qu'il y avait vous reconnaissiez la dimension cyclique, et vous, tout à l'heure, M. Lotte, vous avez expliqué que le rapport d'expertise auquel je faisais référence n'avait pas, si je résume vos propos, pas bien analysé la situation, en tout cas qu'on l'avait peut-être mal interprété à la lecture de ce rapport. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, j'aimerais que vous me précisiez, vous avez parlé tout à l'heure du niveau en mathématiques, donc j'ai essayé de refaire mes petits calculs, moi aussi, en étant très, très humble avec les chiffres. J'aimerais que vous me précisiez, vous parlez de 330 emplois créés, de quelle période parlez-vous, combien d'emplois ont été créés depuis le lancement des opérations relatives au pont, depuis les annonces sur la construction du pont, et donc depuis ces engagements que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je trouve dans les documents, dans votre communication à vous, sur votre site internet, 2170 CDI en 2022, 2295 CDI en 2024, ce qui, j'ai vérifié avec la calculatrice, parce que là aussi mon niveau en mathématiques ne me permet pas de le faire de tête sans l'assurance d'avoir raison, plus 125. Voilà, donc ces 330, d'où viennent-ils? Est-ce que vous pourriez préciser ces chiffres-là? Est-ce que vous pourriez aussi inclure la question du JIMA dont je parlais tout à l'heure, peut-être expliquer à la commission d'enquête de quoi il s'agit, des raisons qui ont conduit à supprimer intégralement l'équipe de nuit, puis à apparemment réembaucher pour l'équipe de nuit derrière. Enfin, en tout cas, voilà, comment ça s'est passé. Et me semble-t-il, les premiers éléments de chômage technique sont arrivés seulement 15 jours après l'inauguration du pont. Donc là aussi, peut-être nous remettre un peu de chronologie, de chiffres, voilà, pour qu'on puisse partir de cette audition avec l'ensemble des éléments. Voilà les quelques éléments sur lesquels moi j'avais besoin de précision pour mettre mes notes à jour. Je vous remercie. Merci pour cette question. Pour ce qui est de la différence d'appréciation que vous avez entre ce que disait Éric Audièvre sur la cyclicité du marché et ce que je disais, il n'y en a pas. Éric Audièvre expliquait comment on s'adapte justement à cette cyclicité. Voilà, 2 ans de hausse, 2 ans de baisse, ou 3 ans de hausse, 3 ans de baisse, on est dedans. Vous voyez, 2023, chiffre d'affaires très élevé, 24 à la baisse, 25, on pense tous qu'on est au point bas. La preuve, c'est que là, on remet en place les structures pour fabriquer 12 tracteurs de plus, ce qui fait quand même un bon 20% de plus, hein, presque 25% de plus. Voilà. Donc il n'y a pas d'antagonisme entre ce qui a été dit entre M. Audièvre et moi-même. C'est la même chose. Pour ce qui est du JIMA, je vais laisser M. Audièvre en parler. Et puis pour ce qui est des effectifs, la base que moi j'avais prise pour créer ces emplois, c'était une base avant que nous portions acquéreur du reste du site de Fronery. Voilà, c'était ma base de discussion. Eh bien, en termes de date, on est devenu propriétaire du site Fronery en début 2019, je crois. Donc voilà la base de réflexion. Et donc, on annonce 330 emplois créés au 31/12/2023. Inauguration du pont juste à ce moment-là, quoi. Vous voyez. Faut vous coupiez le micro. Pardon. Pour les effectifs, je pense qu'il faudra qu'on vous envoie effectivement l'évolution sur les 10 dernières années. C'est ce que vous avez demandé, c'est ce qu'on va faire. Pour répondre sur JIMA, même si on n'est pas à la tête du JIMA, mais comme vous l'avez indiqué, vous le savez, ACO est actionnaire à 50-50 avec CLAS. Je pense qu'on ne peut pas du tout comparer la situation avec une organisation mondiale structurelle ACO, de par l'histoire d'ACO, et puis JIMA, qui fabrique des transmissions et ponts pour 2 clients qui s'appellent ACO et puis CLAS. Il y a eu effectivement 30 postes qui ont été supprimés sur des équipes de week-end, pour les mêmes raisons. C'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus de commandes, vous baissez le nombre d'intérimaires. Si vous n'avez pas la flexibilité, il faut arrêter les équipes de week-end. Et quand on est dans l'usinage, vous avez des machines avec des millions d'investissements que vous faites tourner idéalement 7 jours sur 7 sur 3 équipes. Quand vous avez moins d'activité, vous enlevez les intérimaires et ensuite vous retirez les équipes de week-end.
Et quand vous avez une trentaine de salariés qui ont un contrat unique, et c'est la législation en France, pour leur demander de travailler de la même manière que l'ensemble des salariés et modifier un contrat historique, puisque certains avaient un contrat depuis 10-15 ans, ils étaient 30 encore sur un effectif de plus de 700, à avoir un contrat sans pouvoir travailler à la journée en 2-8, en 3-8 ou en week-end. La direction de GIMA leur a proposé, après plusieurs échanges via les partenaires sociaux et plusieurs réunions avec les salariés, d'appliquer les mêmes conditions de travail, les mêmes rythmes de travail que l'ensemble de leurs collègues. Et à partir du moment où, et c'est le droit français, vous avez 30 salariés qui refusent une modification de contrat importante, puisque c'est une modification importante, ils avaient des habitudes, ça on le comprend bien, des salariés qui travaillent le week-end ont un autre rythme de vie et d'organisation personnelle et professionnelle entre le week-end et la semaine. Pour pouvoir avoir l'ensemble des salariés travaillant de la même manière et pouvoir suivre les cycles, GIMA n'a pas eu d'autre solution que de lancer ce plan social. Et c'est dommage parce que c'est des compétences, c'est une activité cyclique. Donc effectivement, on l'a connu depuis 2010, mais parce que régulièrement on a des hausses et des baisses de commandes. GIMA, c'est la même chose. Oui, il a fallu licencier ces personnes, non pas pour des raisons structurelles, mais pour des refus de modification de contrat. Ce qu'on leur a, entre guillemets, même si on entend que pour des raisons personnelles, il y a des pertes de salaire, et pourtant je peux vous assurer qu'il y a eu des propositions pour atténuer les pertes de salaire sur 12 mois, mais quand vous avez des personnes qui suivent des conseils et qui prennent la position de refuser une modification de contrat importante, la seule solution pour la direction de GIMA a été de confirmer les licenciements après les négociations avec les partenaires sociaux. C'est très désolant parce qu'on parle d'opérateurs avec des compétences. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, il y avait peut-être 150 salariés qui avaient ce type de contrat week-end, parce que sûrement qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, c'était le choix qui avait été fait. Mais de par l'évolution du machinisme agricole, vous ne pouvez pas travailler avec 30 salariés qui ont une organisation spécifique alors que tous les autres travaillent soit la journée, soit en 2-8 ou en 3-8 selon les besoins. C'est pour ça que ça s'est malheureusement traduit par ces licenciements suite à des refus de modification de contrat. La modification de contrat portait sur des baisses de salaire, non ? Elle pas sur des baisses de salaire, elle partait sur un changement de rythme de travail. Accepté pour les salariés en week-end qui n'avaient un contrat exclusif. Il était marqué dans leur contrat signé il y a 10 ans ou 15 ans qu'ils ne pouvaient travailler qu'en week-end. Alors que les nouveaux contrats depuis 10 ans permettent aux salariés de travailler selon les différents rythmes, parce que sinon c'est impossible à gérer. Donc il ne suffisait, entre guillemets, que d'accepter d'avoir le même contrat que l'ensemble des salariés et de négocier ce qui a été fait, d'accepter. Quand c'est comme ça, on atténue les pertes de primes week-end sur pratiquement 12 mois. Donc les pertes de salaire sur les 12 mois étaient réduites, en espérant que l'activité remonte. Et vous avez raison, l'activité au niveau GIMA remonte parce que l'activité reprend et il nous faut trouver des solutions. Et les machines, à un moment donné, vont devoir retravailler le week-end, ça c'est sûr. Et que je comprenne bien, donc il y a un refus de modification du statut, etc. Et ma question est double. Et donc, à partir de là, vous faites un plan social pour motif économique. J'ai du mal à voir le motif économique dans un refus de changer le statut. En tout cas, ça me paraît dans les travaux de notre commission d'enquête un point intéressant pour savoir vraiment quelle est la bonne ou pas utilisation du motif économique des licenciements. Et ensuite, aujourd'hui, vous avez toujours, j'imagine, de l'activité le week-end. Donc vous avez recours à des intérimaires. Est-ce que ça vous coûte pas plus cher d'avoir recours à des intérimaires que en tout cas, quelle est la différence pour vous de coût entre le recours aux intérimaires et le recours à des salariés en CDI? Le motif économique, monsieur le rapporteur, c'est tout simplement que la baisse de production était de 47%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment une entreprise peut s'adapter en un temps très court à 47% de baisse de production. C'est 50% de votre production qui a disparu du jour au lendemain. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser Éric Audièvre répondre sur l'autre. Puis sur la partie économique, je suis un peu surpris parce que tout à l'heure, vous nous challengez et on comprend bien et on n'est pas surpris par rapport à ça. Vous nous challengez sur les subventions. Mais quelle est la logique de maintenir des salariés dans une organisation en étant à 30 à part par rapport à 700 personnes qui doivent travailler en semaine?
quelle est la logique de les maintenir en chômage partiel, puisqu'on est responsable aussi par rapport à ça. On essaye d'éviter le recours au chômage partiel. On est une société responsable. Donc, je vous dis bien, c'est suite à beaucoup d'échanges. Maintenant, il y a une réponse, et on peut l'entendre. Quand vous travaillez le week-end pendant des années, vous avez un rythme de travail. Il peut y avoir des contraintes familiales et personnelles, ça on l'entend. Et puis on peut avoir aussi d'autres activités. La réponse qu'on n'avait pas, c'est quand est-ce que vous pourriez repasser en week-end? Parce que vu l'activité et la baisse de production, la direction de GIMA, et là on parle à la place du GIMA, n'avait pas une lisibilité pour indiquer aux équipes de week-end, je vous assure que dans 6 mois ou dans 12 mois, vous allez repasser en week-end. Non, ce qu'on leur demandait, c'est avoir le même rythme de travail, le même type de contrat de travail que les 700 salariés, quoi. À partir du moment où vous avez 30 salariés qui refusent une modification de contrat, et le droit du travail, il est fait comme il est fait, vous ne pouvez pas imposer un changement important sur un rythme de travail sans avoir leur accord. À partir du moment où vous avez 30 personnes qui refusent, conseillés, parce qu'ils ont été conseillés, on est arrivé malheureusement à cette situation. Et c'est vraiment du gâchis, hein. Ça on partage. Merci, M. le rapporteur. De ce que je comprends, c'est qu'avec la baisse de production, vous avez arrêté de produire le week-end et que c'est pour ça que vous demandez aux salariés du week-end de venir travailler en semaine. Il y a de l'activité le week-end. C'est exactement ça. Vous arrêtez. La logique, c'est ça. De toute façon, vous savez comment ça se passe en industrie. Vous avez l'expérience. Vous avez une hausse d'activité, vous avez recours à l'intérim si c'est une courte période. Vous avez des machines en usinage, vu l'investissement, il faut mieux les faire tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour amortir les coûts. Dès que vous êtes en baisse d'activité, la flexibilité avant que ça redémarre, c'est baisse de l'intérim et puis arrêter les équipes de week-end. Demander aux équipes de week-end de remplacer des personnes en intérim, c'est ce qu'on fait. Et je répète, heureusement qu'en France, avec tout ce qu'on dit, on a cette agilité, ce dialogue social, pour être capable, dans des business comme le nôtre, de suivre un cycle. On n'est pas malheureusement sur un plan de commande sur 10 ans. On sait que tous les 2 ans, ça va changer. Et pour éviter ces plans sociaux tous les 2 ans, c'est la seule solution que l'on a, à travers le dialogue social, à travers des contrats de travail, d'avoir recours à l'intérim et d'adapter nos contrats de travail. Il y avait encore une anomalie historique, voilà, pour le GIMA avec 30 salariés. Ils auraient accepté les modifications de contrats qui étaient les mêmes contrats que l'ensemble de leurs collègues. Il n'y avait pas de licenciement côté GIMA. C'est sûr et certain. Merci pour votre retour, c'est bien ce que j'avais compris, mais je n'étais pas sûr que tout le monde était sur le même niveau d'information dans l'échange que nous avions. On arrive à la fin de notre créneau. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'interrogations et de questionnements de la part des députés présents. Vous avez parlé, monsieur Lotte, parfois de la distance qu'il y avait entre le politique et l'entreprise. Je peux me permettre, je sais que Lyon n'est pas très loin de Beauvais, je crois que c'est 3 heures de route, si je ne me trompe pas. Peut-être d'aller voir comment se passe votre entreprise. J'imagine que vous avez robotisé, automatisé un maximum vos productions, qui plus est des productions, j'imagine, avec des aciers plutôt durs, voire peut-être doubles. Donc c'est quand même des productions assez particulières. Donc je peux qu'encourager mes collègues députés d'aller faire un petit saut à Beauvais pour voir comment se passe. Alors moi je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir parce que j'ai déjà quelque part vos concurrents dans ma circonscription, Grégoire Besson, qui a exactement la même stratégie que vous à plus petite échelle et que j'accompagne et qui est une très très belle entreprise et qui me disait, je cite, que c'était aujourd'hui le marché français tenait, c'était plutôt le marché international qui était fragilisé, au moins de leur part. Je vous propose éventuellement de pouvoir retourner toutes les questions qu'on vous a posées par écrit. Il se pourrait également qu'en partant d'ici, vous regrettiez de ne pas avoir transmis telle ou telle information que vous pensez être extrêmement importante pour la commission d'enquête. Donc n'hésitez pas également de transmettre des éléments complémentaires que vous jugez importants à mettre à notre connaissance. Merci à vous, bon retour, la séance est levée. Merci Monsieur le Président, merci. Merci à vous, mesdames et messieurs les députés. Merci.